Bonjour Gérard, donc on va essayer de retracer ensemble ta vie militante. Bon, tu es militant maintenant depuis à peu près une cinquantaine d'années, donc Même un peu avant, oui. même un peu plus. Oui. Bon, on va raconter ça. Donc on va essayer de faire ça de façon chronologique le plus possible, mais on fera des retours en arrière évidemment. Oui. Voilà, donc c'est le début peut-être d'une série de portraits qu'on va faire. Donc évidemment on parle de toi, mais on parle du collectif avec qui tu as travaillé, dans toutes les équipes syndicales dans lesquelles tu as pu militer. Voilà, donc on va commencer tout simplement par le fait de savoir quand est-ce que tu es né, quelles sont tes origines sociales, quel était le contexte de l'époque. Voilà, donc c'est libre. D'accord. Bonjour. Je suis né le 2 octobre 1940, en Normandie, dans le pays de Bray. Donc le contexte, c'est la guerre, la guerre de 40. Pendant que ma mère était enceinte de moi, il y a eu l'exode, parce que c'était en mai, juin, juillet 40. Et je sais que mon père était cheminot et ma mère, mère au foyer. Ils étaient une petite bourgade à Formerie dans l'Oise. Et je suis né là. Et donc quand il y a eu en juin 40 l'exode, tout le nord de la France s'est barré vers le sud. Mon père est parti par le train, ma mère en vélo, on m'a raconté ça. Mais c'est tout le nord de la France qui se barrait du fait qu'ils étaient cheminots. Ils avaient le train gratuit. Et puis, une fois que les armées allemandes ont occupé toute la France, chacun est rentré chez soi. Et moi, je suis né en octobre 40, dans le village natal. À l'époque, maintenant, tout le monde naît en maternité. À l'époque, tu naissais à la maison avec le médecin qu'il y avait dans le coin qui était capable de faire un accouchement plus ou moins bien. C'était différent, bien entendu, il y a 80 ans presque. Oui, il y a 80 ans de maintenant. Quoi. Et mes origines sociales, je pense que ça, je suis certain que ça a joué sur mon engagement syndical. Donc mon père, c'était un cheminot d'origine rurale. Il était de la campagne. Il a eu je peux te raconter aussi parce que ça m'a marqué. Il me l'a souvent dit, mon père. Il était né en 1905. Son père était fils unique. Sa grand-mère de mon père, la mère de mon père. Je te dis ça parce que je suis sûr que ça m'a marqué du fait que mon père m'en a parlé souvent. Sa grand-mère à lui était fille-mère. Elle s'était fait engrosser par le toubib du coin dans les années 70-75. Et fille-mère, elle avait élevé seule son fils, qui était le père de mon père. Et elle l'avait amené jusqu'au brevet élémentaire, alors qu'elle avait une vache, 2 chèvres, une dure au boulot, mais très volontaire. Et mon père s'est retrouvé donc fils de cet homme-là, qui avait 3 enfants, une sœur aînée, mon père, et une sœur cadette. Et la mère est morte en couche pratiquement lors de la 3e naissance. Le père était donc veuf. Et de ce fait, il a fait la guerre, mais pas dans les tranchées. Et il était ambulancier et il ramassait les morts après les batailles. Quoi. Et pour faire ce métier-là, ce boulot-là, ça a été très dur. On le foutait de l'alcool. Et mon père a vu son père revenir à la maison pendant les permissions, alcoolique. Et ça l'a très marqué. Et il m'en a parlé souvent, donc je pense que ça m'a marqué aussi. Et à 11 ans, il a eu son certificat de 11 ans, mon père, et il s'est placé dans les fermes tout de suite, à 11 ans et demi, il travaillait, tout, alors que maintenant, à 11 ans, les gosses, ils rentrent au lycée, c'est des enfants. Hein. Il est travaillé dans les fermes, il dormait près d'écuries, et jusqu'à 19 ans, après il a fait son service militaire, ce qui l'a ouvert pas mal, et il nous a dit, après à ses enfants, il nous a dit que pendant 7-8 ans, il n'écrivait plus, il était ouvrier rigole. Il a réappris au service militaire de faire les majuscules, notamment, de réécrire. Et puis il a repassé son certificat d'études au service militaire.
puis bon, ça a été confirmé. Bon. Puis après, il est rentré au chemin de fer, et ça a été sa chance. Et puis il a fait une petite carrière au chemin de fer. Bon. Et donc, moi, de mes origines sociales, c'est fils de cheminot, et ensuite, donc, par ma mère, mère au foyer, j'ai 2 sœurs, et elle faisait des ménages un peu, elle faisait de la couture, elle savait très bien faire la cuisine quand il y avait des mariages, des communions dans le coin. Ça se faisait beaucoup dans mon milieu, enfin, c'était tous modestes. Hein. Ils ne passaient pas par des traiteurs, ça n'existait pas à l'époque, tout au moins dans ce milieu pauvre, moyen. C'était les voisins-voisines qui s'aidaient entre elles. Quoi. Donc je suis resté dans ce village-là jusqu'à l'âge de 9 ans. Et à 9 ans, mon père était muté à Longo, c'est une cité cheminote près d'Amiens, comme les Aubrais, Orléans ou enfin Saint-Pierre-des-Corps, tout. Longo, à l'époque, il y avait 5000 habitants en 1949 et 4000 cheminots sur les 5000 habitants. Je vivais en cité et ça m'a marqué aussi, ça, la vie en cité, où on était tous pareils, tous fils de cheminots, fils ou filles de cheminots, habitant dans des maisons identiques. Donc avec des vies de quartier, cité des fleurs, cité du cimetière, cité des noms plus ou moins poétiques. Et puis souvent on se bagarrait entre le truc à la con, mais bon, ça existait déjà à l'époque, entre quartiers. Quoi. Le jour de repos, c'était le jeudi, et donc le jeudi, c'était des bagarres à la fronde, entre cités, comme des cons. Quoi. Donc, mais à l'époque, quand ça s'est arrivé, hein, je ne sais pas si c'est trop long ça, mais c'est pour te marquer aussi une époque peut-être. Quand un gosse revenait un œil crevé parce qu'il avait su un galet avec la fronde, ben, personne ne portait plainte, c'était pas de chance, un monde différent de ce qu'il y a maintenant. Quoi. Ça n'arrivait pas tous les jours, mais c'était cette vie-là. Et ce qui m'a marqué, enfin, je m'en suis rendu compte tout de suite, et puis après, adulte, ça m'est arrivé de réfléchir sur cette partie de ma vie, c'était la solidarité qu'il y avait entre voisins dans les cités cheminotes. Quoi. Mon père travaillait dans les bureaux, mais il y en avait d'autres c'était un centre de triage à Longo, et de temps en temps, il y avait des accidents, quelqu'un qui, pour faire les trains, il fallait mettre des taquets sous les roues, donc si tu merdais, tu glissais, tu tombais, parfois tu te faisais écraser un bras, entre les tampons, écraser la cage thoracique. Donc de temps en temps, la sirène hurlait, comme dans les mines, hein. La sirène hurlait, il y avait eu un accident, donc les gosses, quand on jouait, si c'était le jeudi, les gosses dont le père était sur les voies avaient les jetons, et puis moi je savais que mon père était dans un bureau, donc je savais bien que c'était pas mon père qui était concerné. Quoi. Et quand c'était grave, quand il y avait un décès, tout de suite, les voisins-voisines, souvent il y avait 3-4 gosses, moi il y avait 3 enfants à la maison, souvent dans les familles il y avait 5, 6, 7 gosses. Quoi. Et donc quand il y avait un accident grave, les voisins-voisines prenaient les gosses de la maison où il y avait un accident pour le père, et puis si c'était un décès, on passait, on faisait la quête, on donnait des sous pour payer l'enterrement, pour aider la famille. C'était systématique ça. Et ce que je me souviens aussi, c'est les cheminots à l'époque étaient pratiquement tous d'origine rurale. Et donc je t'ai dit, sur 5000 habitants, il y avait 4000 cheminots, il y avait 4000 communistes à peu près, sur 5000 habitants, mais l'église était pleine quand même. Quoi. Et donc certainement, à l'époque, je ne me suis pas rendu compte, mais ça devait être des prêtres, des curés, je ne sais pas comment je dirais, progressistes, ou je sais pas. Prêtre ouvrier, qui s'adaptaient à une population ouvrière, communiste. Quoi. Et je me souviens, ça m'a marqué aussi ça, l'église passait avec une enveloppe pour le denier du culte, et tout le monde donnait, hein, ou presque, et le Parti communiste passait avec une enveloppe pour le PC. C'était pas le denier du culte, et les gens, mes parents, mon père était plutôt FO à la SNCF, mais tout le monde donnait aussi à l'humanité, c'était au PC, on connaissait le gars qui passait, tout le monde donnait au PC et au curé. C'était enfin ça m'a marqué aussi ce truc-là. Donc
sur mes origines sociales, c'est ça, donc un milieu modeste, rural, et puis une vie en cité cheminote qui m'a marqué assez fortement aussi. Et notamment, je suis arrivé à Longo à 9 ans, j'y suis resté jusqu'à 20 ans, c'est là que je suis allé. Ça peut être intéressant aussi de dire, parce qu'en arrivant dans une cité, l'instituteur, à 11 ans, il s'est rendu compte que j'étais pas trop con, je marchais bien à l'école, et c'est lui qui est allé voir mes parents, où il leur a demandé de venir à l'école, pour leur dire, votre fils, il se débrouille bien à l'école, il faudrait le mettre au lycée. Et je suis allé au lycée à Amiens, c'était à 5-6 km de Longo. Mais si l'institut ne l'avait pas dit, mes parents n'auraient jamais su, peut-être qu'ils ne savaient même pas que le lycée existait et que c'était possible pour un de leurs fils, un de leurs enfants, d'aller au lycée. C'était en 50-51. Et je suis allé au lycée. Et tes sœurs? Et ma sœur aînée, elle était allée, à l'époque sur Amiens, il y avait beaucoup de textiles, de confection. Elle était allée à une école de couture. On n'a pas pensé pour elle à lui faire continuer ses études. Elle avait 5 ans de plus. Quand elle avait 11 ans, elle était encore à la campagne. Et donc son destin, ça aurait été certainement travailler dans les fermes ou être bonne, ou je sais pas. Mais elle se débrouille bien à l'école aussi. Et mes parents l'ont mis dans une école de couture. Et là, on était encore à la campagne. Et ils avaient une personne qui connaissait sur Amiens. Elle était pensionnaire chez cette personne-là à Amiens. Elle avait 14 ans. Et elle apprenait de la couture. Puis elle s'est bien débrouillée. À 18-19 ans, elle savait faire des robes toute seule. Elle travaillait pour une boutique un peu de semi-luxe dans la rue commerçante d'Amiens. Et à partir de... Elle achetait Modes et Travaux, enfin l'écho de la mode, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, où on découpe des patrons, tu sais. Et elle savait, à 18-19 ans, à partir de patrons d'hiver, faire un habit, un vêtement original qu'elle imaginait. Et puis elle le préparait, et puis après elle le voyait en vitrine, vendu cher, alors qu'elle était payée des roupies de 100 années. Donc ça, elle l'avait remarqué, puis on en parlait à la maison. Donc je ne sais pas si après je me suis rendu compte de ce que c'était l'exploitation, mais ça, toi, à 80 ans, je m'en rappelle encore, qu'elle travaillait, elle était imaginative, et puis c'est le patron qui ramassait la mise, quoi. C'était ça, quoi. Donc ça, ma sœur aînée, elle a fait ça, et puis après elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants, avec un cheminot aussi. Et ma sœur cadette, elle, donc 4 ans. Un cheminot de la cité. Comment? Un cheminot de la cité en question. Pardon? Un cheminot de la cité en question. Oui, c'était. On habitait là, c'était à 50 mètres. Il y avait on se mariait, enfin les gens se fréquentaient au milieu. Et notamment les inégalités, tant que j'étais en cité, je ne m'en suis pas trop rendu compte. La seule inégalité, mon père était en bureau, il travaillait en bureau, c'était les roulants, c'est ce qu'on appelait les roulants, donc c'est ceux qui travaillaient de nuit, qui conduisaient les machines, c'était les machines à vapeur à l'époque. Et eux, c'était les seigneurs, les seigneurs de la profession, les gosses dont le père était roulant. Bon, ils ne voyaient pas souvent leur père, il était souvent de nuit, fin de dimanche, à Noël, il n'était pas toujours là. Mais c'est lui qui conduisait les machines, c'était un machin, plutôt que d'être employé de bureau, c'était quand même autre chose, quoi. Puis le train, c'est ça, quoi. Et eux, ils avaient des maisons un peu plus grandes que les autres, quoi. Ah oui, c'était des maisons, les cités. C'était une cité, c'était pas des immeubles, c'était chacun une petite maison individuelle. Nous, c'est une maison de plein pied avec un petit jardin. Tout le monde avait son petit jardin, ses poules, ses lapins, et puis parfois, éventuellement, dans la plaine, des jardins en plus où tu faisais plus de légumes, quoi. Mais il y a des petits jardins autour. Et ceux qui étaient les roulants, eux, ils avaient des maisons souvent avec un étage. Éventuellement, moi, quand je suis arrivé en 1949, on n'avait pas l'eau à la maison, on avait l'eau sur une pompe à 15 mètres, quoi, tu vois. Et on a eu les WC et l'électricité pendant que j'étais... que quand je suis arrivé en 1949, l'électricité, quand j'étais à la campagne, il n'y avait pas l'électricité, lampe à pétrole.
Et puis, c'est en 49, donc quand je suis arrivé dans la maison à la Cité, j'ai découvert l'électricité tous les jours à la maison. Ça paraît anodin aujourd'hui, mais c'était... Mais c'était une cité qui avait été reconstruite après 45 ou oui, datée d'avant? Non, non. Donc elle avait été rasée peut-être? Le Longo, ça a été bombardé sérieusement pendant la guerre en 44, 43, 40, par les Anglais, par les Américains et les Anglais. Oui, Amiens, ça a été bombardé aussi. Tout le quartier, tout le centre-ville. Le quartier ferroviaire a été... Un truc qui m'a marqué aussi, ça me fait penser, c'est le fait que je suis né dans le nord de la France, marqué par les guerres aussi. 70, bon, je n'ai pas vécu. 14 par mon père, je l'ai vécu. Mon père me disait, quand il était gamin, à 12-13 ans, donc, le village était sur une route qui va de Rouen à Amiens. Et le front, il était au nord d'Amiens, à 15 km. Quoi. Et il dit, quand le vent était du nord, il entendait le canon. Et parfois, sur la route, passaient des gens, des soldats qui revenaient du front, amouchés, fatigués. Et les gens, les cultivateurs, les gens sur le bord de la route leur donnaient à boire du lait, de l'eau. Et il envoyait d'autres qui remontaient au front, après s'être reposés, a eu des permissions, ou de revenir de l'hôpital à Rouen. Le front était donc la guerre de 14, ça a marqué mon père, et il nous en a parlé souvent, ça nous a marqué. Et en Picardie, quand je suis arrivé en 49, t'as des la guerre de 40, la guerre de 14 a été importante, la bataille de la Somme, et dans tous les villages, tu as des cimetières, des cimetières allemands, mais surtout des cimetières français, anglais, australiens, néo-zélandais, canadiens. J'ai grandi dans cette ambiance-là aussi, donc de la guerre. Et ça s'appelle comment ces villages-là? Moi, c'était Longo. Ouais. Il y a Albert, Villers-Bretonneux. Villers-Bretonneux, c'est le mémorial. Ils en ont parlé récemment à la télé avec les incendies en Australie. C'est un village qui a été défendu par les Australiens. Et tous les ans, des Australiens, des arrière-petits-enfants, viennent fleurir les tombes de leurs arrière-arrière-grands-pères. Donc ça m'a marqué aussi ce truc-là. Je ne sais pas comment ça ressort, mais je sais que adolescent, ça me faisait réfléchir. Quoi. Alors cette cité existe toujours? Avec ma femme, on y repasse de temps en temps. La maison où j'étais, elle existe toujours. Ouais. Les autres ont été rasés. C'est toujours une cité cheminote? Non. Le cheminot, maintenant, à Longo, il n'y a plus de triage, il n'y a plus grand-chose. Je ne sais pas qui est-ce qui habite dedans, si c'est un cheminot ou un descendant de cheminot. Et souvent, ces maisons-là, je ne sais pas ce qu'elle en est devenu de cette cité-là, mais souvent, la SNCF, elle s'est débarrassée de ces maisons, elle les mettait en vente, elle les vendait notamment à l'occupant, et l'occupant se retrouvait propriétaire pour pas trop cher. Quoi. Je ne sais pas dans cette cité-là comment ça s'est terminé, mais oui, moi, cette maison-là, elle existe toujours. Quoi. Et la maison où je suis né en Normandie, elle est toujours là aussi. C'est un petit truc aussi. C'est une ferme? C'est un pays de bocage, la Normandie où j'étais. C'était une maison. Ça a été une ferme, mais avec celle de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, quoi, où il y avait peut-être une vache, 3 chèvres et 3 cochons. Quoi. Donc c'était un petit truc. Il y avait pas beaucoup d'étables ou d'écuries, il n'y avait presque rien. Quoi. Et puis une maison plein pied. Et cette maison-là, ensuite, quand le père de mon père est décédé, il y a eu la succession, et mon père a voulu, avec ses 2 sœurs, avoir donc il a racheté les parts de ses sœurs, avoir la maison de sa grand-mère. Il était très lié, effectivement, au fait que sa grand-mère les a élevés, et sinon ils se retrouvaient à l'assistance, parce qu'ils avaient perdu leur mère très jeune. Et donc cette maison où je suis né, elle existe encore. Alors, elle s'est modernisée, bien entendu. Depuis, il y a eu salle de bain, électricité, tout ça. Mais pour l'essentiel, elle existe encore, ça. C'est un truc aussi, ça, auquel j'aime bien
la permanence de certaines choses, toi. Retrouver, je sais pas, ça m'est arrivé de réfléchir déjà à ça, d'avoir la chance de retrouver des coins que tu as connus il y a 50 ans, qui n'ont pas changé, ça me rassure. J'aime bien les arbres, j'aime bien des trucs qui me... Ça bouge pas, c'est toujours pareil. Parce que ça reflète ça, hein. Mais j'aime bien de temps en temps les lieux... des lieux où je suis bien, tu vois, sans que ce soit magnifique pour autant, mais ouais, tu te trouves bien, enfin, ouais, t'es chez toi, bon, parce que ça peut être un conservatisme, ou je sais pas, peu importe, mais enfin, je suis bien là-dedans. Tu viens de quelque part, et oui. tu vas ailleurs. Hein. Oui. Mais j'imagine, j'ai déjà vu des reportages à la télé, où tu vois des cités en banlieue, où les gens ont vécu éventuellement difficilement, et quand tu filmes les gens, quand leur immeuble se casse la gueule, t'en as beaucoup qui pleurent, parce que même si ça a été dur parfois, c'est aussi, parfois, souvent, mettons leur enfance, les souvenirs, les copains, les copines, papa, maman, et on pleure, quoi. Et j'imagine qu'il y a plein d'êtres humains qui n'ont pas cette satisfaction de voir, physiquement, où ils sont passés, quoi. Je sais que c'est un truc, j'en suis content, quoi. C'est pas déterminant, mais c'est un petit truc dont je suis content, parce qu'on parle de ça. Ouais. Donc on a fait un peu long sur mes origines sociales, et puis on n'a pas fini. Mon enfance, comment? J'ai 2 questions à te poser. Vas-y. En revenant en arrière. Ouais. Donc ton père n'a pas du tout participé à la résistance. Parce que la guerre, oui. Hein, il avait 3 enfants, ou 2 peut-être. Oui. Non, tu es dans le 40, tu étais le deuxième. Je suis le deuxième, mais mon autre sœur est née en 44. D'accord, oui. Donc... je peux te raconter encore des trucs, là, parce que du fait que je suis né en octobre 40, je me souviens un peu de la guerre de 40. En 43, mes parents m'ont dit après que c'était des Allemands. Il y a des Allemands qui ont couché, ils avaient des toiles de tente dans l'herbage qui était derrière la maison. Et mais moi, je savais bien que c'était des hommes, des soldats, mais après, ils parlaient, je ne comprenais rien, mes parents non plus. Et après, quand j'étais adulte ou adolescent, mes parents m'ont dit c'était des Allemands qui étaient là à ce moment-là. Et ils étaient, c'était certainement pas des SS et des nazis, ceux-là. Et j'allais dans leur tente et puis ils me donnaient à bouffer des trucs, ce qu'ils avaient, quoi. Je pense que mes parents pensent qu'il y en a certains qui se disaient j'ai un gamin qui est de cet âge-là chez moi, machin. Et après, je me souviens aussi, et mes parents m'ont dit après que c'était des Anglais qui ont couché dans les toiles de tente, dans l'herbage derrière aussi, quoi. Et là, j'ai découvert le thé au lait. Je me souviens d'avoir bu un truc, c'était rose et sucré, chaud, et on m'a dit après que c'était du thé avec du lait dedans. Et je me souviens des tanks américains avec du chocolat en barre, quoi, hein. Et où on habitait à la maison, il y avait un petit chemin qui allait vers une maison un peu plus loin, dans du bocage, quoi. Le temps qui est passé, il a arraché un peu les haies, tout ça. Après, quand j'ai vu ce que c'était que le débarquement, et puis comment les Américains et les Anglais, puis les Français, ce qu'il y en avait, ont reconquis le territoire français, notamment en fonction de la géographie locale, quoi. Ils allaient derrière toutes les haies pour savoir s'il y avait encore des Allemands qui étaient là, quoi. Et donc c'était les tanks qui avançaient, qui au fur et à mesure distribuaient à bouffer, du chocolat, je me rappelle de ça, aux gens qui étaient là, et puis qu'ils avançaient au fur et à mesure et que les Allemands se barraient ou résistaient dans certains endroits, quoi. Ça, je me souviens de ça. Oui, pour mon père, il n'a pas été soldat du tout en 1939, par exemple? Non, parce qu'il avait 3 enfants, il avait 3 était enfants, cheminot. Et puis il était déjà âgé, il était dans 5, hein, et il avait été réquisitionné pour le chemin de fer. C'est ça. Donc il n'a pas été prisonnier, alors qu'il y en a d'autres, et sinon il aurait fini prisonnier. Non, mais sans être prisonnier, il aurait peut-être déjà eu un uniforme et ah oui. Il serait battu, entre guillemets. Oui. Non, il n'a pas eu ça. Parce que 35 ans, moi, mon grand-père, il y a 40 ans, il a été requis. Hein. Oui. Non, lui, c'était qu'il avait 3 enfants.
et qu'il était... Mon grand-père aussi. Ouais, mais non, je pense que là, c'était parce qu'il était cheminot, alors peut-être. Et oui, ça, on en a parlé quand j'étais adolescent. D'ailleurs, souvent, on ne parle pas assez avec ses parents. Tu le constates aussi pour toi-même. Trop tard. Trop tard, ça c'est... mais j'ai parlé un petit peu quand même avec mon père, puis avec ma mère aussi. Et notamment lui, ça lui arrivait il allait il connaissait bien son village, ce truc comme ça. Et je ne sais pas s'il était en réseau, enfin je pense qu'il faisait ça avec d'autres, mais il détournait les panneaux de signalisation. Tu vois, mettons, c'était marqué Formerie, enfin, c'était la bourgade du coin à gauche, il tournait le poteau pour montrer que c'était à droite, quoi. Il nous expliquait ça, où il allait peindre des trucs la nuit, au goudron, je sais pas quoi, pour donner pour détourner les panneaux de signalisation. Je me souviens qu'il nous racontait ça, quoi. Ça, c'était des initiatives individuelles, ou c'était Je pense, mais ça n'a pas été de la résistance comme on voit, armée et tout ça. Une petite anecdote pour te montrer que la famille, elle était plutôt du bon côté à l'époque. Ma marraine, c'était donc un peu de la famille à mon père, et elle habitait dans ce village-là aussi, et son mari, il a été tué, il a fait la guerre de 40, il a été tué en janvier, février 40, il a été tué. Elle s'est retrouvée veuve et puis tenir sa ferme toute seule. Et en 44, au printemps 44, dans son herbage, il y a eu des parachutistes anglais qui sont tombés dans l'herbage. Et elle s'en est rendue compte. Le soir, elle va traire ses vaches avec son seau, puis son petit chien. Et le chien gueule, se met derrière un tas de fagots, et il gueule comme si... Bon. Et elle regarde derrière le tas de fagots, elle voit un mec qui était là, un Anglais, avec son parachute, qui avait replié son parachute. Il ne parlait pas anglais, l'autre il ne parlait pas français. Et elle l'a planqué là, elle lui a donné du lait, du pain, des œufs. Et elle se méfiait d'un voisin en face, qui était pétainiste et collabo. Hein. Et donc ça me l'a raconté plusieurs fois, moi adolescent et adulte, cette anecdote-là. Et elle est allée voir un autre cultivateur qu'elle savait dans un réseau de résistance, tout au moins pour recueillir les soldats qui étaient tombés comme ça, quoi. Et un jour, ils sont venus, donc elle est allée voir ce cultivateur-là le soir pour pas que l'autre voisin voit qu'elle allait chez l'autre. Hein. Et ils sont venus avec des habits de cultivateurs, et les deux parachutistes avec des vaches, ils sont allés de la ferme de ma marraine jusqu'au bourg à 3 km, déguisés en vachers, en cultivateurs. Et puis arrivé dans le bourg, le gars qui s'occupait de centraliser, de ramener, de récupérer les soldats tombés comme ça, il a géré le truc, quoi. Et 3-4 ans après, en 48, 49, les Anglais sont venus au village et ils sont allés la revoir, quoi. Et elle avait une photo des Anglais revenant, la remercier. Donc dans la famille, on était plutôt du bon côté, quoi. Ça, c'était donc ta question par rapport à mon père en 43-44. D'accord, donc tu as parlé de ta première sœur, et il faut que tu parles de ta deuxième. Ah oui. Parce que, quelle a été sa trajectoire après donc elle est née en 44, elle est née donc à la maison aussi, et elle est née en juin 44. Le 8 juin 44, donc 2 jours après le débarquement. Et je me souviens que donc nous on habitait, le village s'appelle Criquet, c'est à 5-6 km de Formerie. Formerie, c'est là que mon père travaillait au chemin de fer, et c'était un gros marché de beurre et de cochon. Donc il y avait des trains des trains de marchandises, des wagons de marchandises,
Et c'était une voie ferrée Rouen-Amiens, donc qui était utilisée par les Allemands et que les Américains bombardaient aussi, quoi. Et de temps en temps, ça tombait à côté, donc il y avait des bombes qui pouvaient tomber à 3-4 km, vue d'avion, c'est pas loin, quoi. Et mon père avait fait une tranchée et dans l'herbage derrière, recouverte de fagots. Bon, après, quand on était adolescent, adulte, nos parents ont retracé ce truc-là en se disant c'était aussi con de faire une tranchée. La bombe aurait pu tomber sur la tranchée comme sur la maison. Bon. Enfin, il avait fait une tranchée recouverte de bois, de fagots. Bon. Et je me souviens que moi j'avais 4 ans et demi, 5 ans, quand mon père allait au champ, ou bien, puis que ma mère n'était pas là, il nous planquait tous les deux, moi et puis ma petite sœur, qui avait 2-3 mois, dans la tranchée. Je me rappelle, c'était de l'argile. Enfin, on descendait les marches, puis on était planqués là-dedans. Au printemps, le débarquement a eu lieu en Normandie, mais en Normandie Cotentin. Hein. Le temps qu'ils arrivent à Rouen, ça a été. Paris a été libéré en août, Amiens en août aussi. Donc c'était en juin-juillet que ça s'est passé. Ça. Elle avait 15 jours, 3 semaines. Et puis elle, après, donc, du fait qu'elle est arrivée à Longo, dans la cité cheminote, elle avait 5-6 ans. Elle est allée au lycée tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu de... et puis elle a eu... après, elle a travaillé à la poste. D'accord. Elle a eu son bac, peut-être? Oui, elle a eu son bac. Ouais. Mais elle aurait pu être poussée, puisqu'elle avait son bac. Mais donc toi, tu as été poussé, mais pas la fille. Ah oui. Point d'interrogation. Ah oui. Mais enfin, moi, jusqu'au bac, bon, ça a été. Mais après, je te rencontre maintenant, après le bac. Bah oui. Oui, après le bac. Donc, à 18 ans, j'ai le bac. Je peux te dire quand même, le fait d'aller au lycée, par rapport à l'école communale, ça m'a... Alors le lycée, c'était à partir de la 6e, hein? La 6e, oui. Voilà, parce que oui. maintenant c'est... Ah oui, oui. C'était à partir de la 6e, donc, et c'était plus à Longo avec le maître d'école. Tu avais un professeur d'anglais, un professeur de gymnastique, un professeur de mathématiques, d'histoire géo. Tu n'avais plus un seul bonhomme, tu en avais plusieurs, suivant les matières. Donc c'était une découverte pour tous les enfants. Hein. En 6e, il y avait pas mal quand même dans ma génération d'enfants, d'ouvriers, mais ça s'écrémait. Mais il y avait aussi d'autres, notamment dans Amiens, c'était... mais il n'y avait pas que des cheminots, là. Tu vois, je sortais de mon milieu professionnel, enfin, social ou sociologique. Il n'y avait pas que des cheminots, il y avait des enfants sur Amiens du textile, de la confection, de la mécanique, du bâtiment. Et puis il y avait déjà des fils de... C'était garçons d'un côté, filles de l'autre. Moi c'était lycée de garçons, c'est encore séparé quand j'étais en 6e. Donc tu avais des fils de notaires, des fils de pharmaciens, des fils d'avocats. Et on n'était pas habillés pareil, il y a des trucs comme ça. Il n'y avait pas de blouse? Comment? Il n'y avait pas de blouse? Communal peut-être, mais pas non, après? Non, il y en avait que il y en a qui étaient mi-pensionnaires, qui habitaient loin d'Amiens, et eux, ils avaient des blouses. En général, souvent, ils étaient d'origine rurale, les parents cultivateurs, mais ça pouvait être cultivateur, mais plus riche que mon père cheminot, souvent. Quoi. Puis ça pouvait être ouvrier agricole, mais ça devait être rare quand même, plutôt cultivateur. Mais il y avait donc les pensionnaires, ils avaient des blouses. Les autres, non, on était en culotte courte, et puis je me rappelle des blousons. Et tu voyais un petit peu la différence de fringues. Nous, on avait éventuellement des habits rapiécés, les autres, c'était pas rapiécé. Et au fur et à mesure que 6e, 5e, 4e, en 4e, déjà ça sécrétait. Les gosses, ils avaient 13-14 ans. Il y en a pas mal de fils d'ouvriers. Les parents disaient, bon, tu vas travailler, ça faisait un petit salaire en plus, et ça faisait un gosse à entretenir en moins, quoi. Mais moi, j'ai continué, puis je me débrouillais moyennement à l'école, donc j'ai continué. J'ai eu le BEPC
en troisième, le brevet élémentaire. Et là, après la troisième, ça sécrétait encore. Donc là, les gosses d'ouvriers, c'était de plus en plus rare, quoi. Et en seconde, c'était mixte. Garçons-filles, on était mélangés. Et on était à la cité scolaire d'Amiens, qui a été construite à côté de la Providence d'où vient Macron et d'où vient François Ruffin. Ce bâtiment-là existait déjà, donc c'était l'école Cateau d'Amiens, quoi, la Providence. Et moi j'étais à la cité scolaire, et en seconde, donc là on était garçons et filles. Ah oui, garçons et filles. Garçons et filles. Mais il y avait, sur 30 élèves, il y avait 10 filles. Les filles, à l'époque, allaient encore moins que les garçons au lycée, quoi. Et ça, puis, c'est 55, ouais, 1955, 55, 56, oui. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis après, donc, j'ai eu le bac, et il a fallu gagner ma vie, hein, parce que pour moi, c'était le top, le maximum que je pouvais faire, quoi, le bac. Et puis mes parents, ils n'avaient plus les moyens de m'entretenir à rien faire. J'avais 18 ans. Donc je me suis inscrit à un concours. Je suis allé voir dans des usines pour m'embaucher. Donc j'avais un vélo. J'avais visité une féculerie. Il y a beaucoup de pommes de terre en Picardie, beaucoup de pommes de terre, de betteraves. Et puis bon, les gens qui avaient le bac, il n'y en avait pas des masses quand même à l'époque. Donc ça veut dire que je savais écrire, pas faire de faute d'orthographe, un petit peu à ce niveau-là. Puis avec peut-être des potentialités pour un patron, quoi. Et puis ça s'est pas fait. Je suis allé voir une usine de confection sur Amiens. Je me souviens plus trop. Mais bon. Et entre-temps, j'avais passé le concours de contrôleur des impôts. J'ai été reçu au concours de contrôleur des impôts. Et j'ai fait contrôleur des impôts. L'école des impôts. Donc ça, c'est 59. 59. L'école des impôts était à Paris, rue de Montmorency. Et là, donc tu habitais Paris? Mais là, j'avais une chambre d'hôtel. L'école des impôts nous fournissait des adresses d'hôtel. Rue de Montmorency, c'est près de Beaubourg. C'est plus l'école des impôts, ça maintenant. C'est une cour fermée. C'était une villa, un hôtel particulier, ce qu'on appelle un hôtel particulier rue de Montmorency. Et on nous donnait des adresses d'hôtel dans le coin. Et souvent, on allait manger à la cantine des PTT à la Grande Poste, rue du Louvre. Donc c'était mon quartier, c'était ça, quoi. Mais le stage, ça durait 3-4 mois, c'était court, la formation de contrôleur. Et après, je me suis retrouvé en stage à Compiègne, et donc d'aller dans les services. Et dès que je suis arrivé en stage, c'est le début du syndicalisme, ça. J'avais 10 ans et demi, 20 ans. Je me suis retrouvé contrôleur aux contributions indirectes. À l'époque, la direction générale des impôts, il y avait les directs, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les anciens impôts locaux, taxes d'habitation, on appelait ça la mobilière, le foncier bâti, le foncier non bâti, c'était maintenant la taxe d'habitation, le foncier bâti et non bâti, et ce qu'on appelait à l'époque la patente, ce qu'on a appelé après la taxe professionnelle. Donc, ça c'était l'impôt sur le revenu, et il y avait une régie, il y avait le cadastre, c'était les hypothèques, et je me suis retrouvé aux indirects, moi. Et ça m'a plu, c'était les services qui ont disparu, sont passés aux douanes, et maintenant on fait confiance, enfin l'administration fait confiance aux professionnels et à l'industriel, il n'y a plus de contrôle, ils s'en foutent. C'est de l'autodéclaratif. Oui, et on fait contrôle, on fait confiance aux entreprises, bien entendu, il n'y a pas de raison. Et donc à l'époque, en stage à Compiègne, il y avait, le boulot c'était notamment, il y avait une taxe sur les transports de marchandises. Les camions qui transportaient des marchandises, ils payaient une taxe, et de temps en temps, je me rappelle, avec les anciens, il y avait des collègues donc, qui avaient 40 ans, et pour moi c'était des vieux. Quand tu as 19, 20 ans, 40 ans, c'est très vieux. On faisait des contrôles routiers avec les flics, on arrêtait ça m'avait un petit peu marqué,
les flics arrêtaient les camions, puis nous on contrôlait les papiers du transporteur. On faisait ouvrir la bâche derrière, voir s'il y avait de la viande. Il y avait une taxe sur les viandes à l'époque. Et surtout des alcools. Quoi. Ben oui, c'est resté assez longtemps. C'était ça. Et au niveau syndical, dès que je suis rentré, le premier jour, je suis arrivé en stage à Compiègne, les gens, j'étais devenu un collègue. Les collègues m'ont dit t'as une mutuelle? Ben non. Bon, nous ici, c'est cette mutuelle qui était liée à la CGT. Aux indirects, c'était la CGT, le syndicat majoritaire. T'es syndiqué? Ben non. Bon, ben nous, c'est la CGT. Bon, ben très bien. Je me suis syndiqué à la CGT. Et à la mutuelle de la CGT. Oui, et je me souviens aussi que l'aspect solidarité, dès qu'il y a, à l'époque, très rapidement, il y avait déjà une école non, c'est un peu plus tard, ça, l'école des impôts à Clermont-Ferrand ou à Paris, c'était plus tard, quand j'étais inspecteur. Mais si tu veux, le fait de se syndiquer, pour les gens qui étaient en place, c'était naturel, et puis pour ceux qui arrivaient, moi je ne voulais pas me faire remarquer, de toute façon mon père était syndiqué à EFO, c'était s'intégrer au groupe, donc je me suis mis, comme les autres, ils étaient à la CGT, je me suis mis à la CGT, sans trop savoir à l'époque ce que ça représentait. Et après, donc, je fais 1 an de stage à Compiègne, et ensuite je suis nommé à un poste où là j'étais, entre guillemets, à mon compte, titulaire du poste. C'était à Roy dans la Somme. C'est le sud-est du département de la Somme. Donc là c'est le Santerre, c'est des betteraves, des patates, des betteraves, du blé, des grosses fermes. Et je me suis retrouvé en septembre 61, dans un poste, mes parents y habitaient toujours à Longo. J'avais un vélo, je n'avais pas de voiture, je ne savais pas conduire, je n'avais pas les moyens d'acheter une voiture. Et j'avais en 90 communes, autour de Roy, Roiselle, Arbonnières, machin. Oui, il pleuvait. Quand j'allais en vélo pour contrôler les boucheries, les bureaux de tabac, ce que j'avais à faire, j'avais quelques distilleries où il fallait... j'avais appris tout ça, donc je savais faire le boulot. Poinçonner tu avais des compteurs qui étaient poinçonnés pour vérifier le compteur, enregistrer le débit d'alcool qui passait. Puis toi tu relevais, tu passais tous les 2 mois, tu relevais l'alcool qui avait été produit dans la distillerie par exemple. Et je me souviens que quand tu rentrais là-dedans, ça puait l'alcool, tes vêtements, tes cheveux, tu sortais alcoolisé. Et j'imaginais les gens qui travaillaient là-dedans tous les jours, conditions de travail. Et donc, je me suis retrouvé titulaire de ce poste-là en septembre-octobre. Et quand je faisais du vélo, les camions de betteraves me doublaient, j'en prenais plein de boue dans la gueule. Souvent, il pleut en Picardie, en automne. Et à l'époque, l'administration payait les gens pour faire inspecteur des impôts et pour faire la licence en droit. Et un coup, on allait à la direction des contributions indirectes à Amiens. J'ai vu une affiche, jeunes gens, jeunes filles, on vous paye pour faire la licence en droit. Je me suis dit, ça peut être intéressant, parce que le truc là, la gadoue dans la gueule, le vélo, la flotte, au bout de 2-3 mois, j'en ai eu marre. Et j'ai demandé à la direction comment... Ça, c'était des contrôles, enfin, quand tu contrôlais, tu y allais tout seul, vous étiez pas d'équipe. Non, j'étais tout seul, bon, de l'équipement, je savais faire, quoi. Mais aussi, ça doit arriver encore maintenant, si c'est que je pense, maintenant, on commence à travailler dans l'administration plus tard qu'à l'époque. J'avais 20 ans, 21 ans. Quand, je sais pas, tu arrêtes un camionneur, un mec, quoi, il voit un gamin qui demande des papiers, c'est toi, ton chef, il est où, toi et si c'était une femme, c'était encore pire, quoi, encore plus difficile pour elle, quoi. Mais déjà, un gamin, tu as 20 ans, mais tu es quand même un peu gamin. Donc, tu n'as pas l'autorité naturelle
pour que le camionneur dise oui, tes papiers, il les donne, quoi. Donc il fallait déjà se scoltiner les gens pour montrer qu'on était le professionnel et puis que la loi soit respectée. Il fallait faire respecter la loi. Donc oui, donc... Il y avait quelques incidents de contrôle, peut-être. Moi, j'en ai pas eu trop. J'en ai pas eu trop. Je me souviens plus. Non. Non, je me souviens plus. Non. C'était pas une région de fraude. Peut-être si, les bouilleurs de cru, les mecs, ça devait se faire, mais peut-être qu'ils étaient assez malins pour que. Puis nous, le collègue, enfin, on s'en foutait, ou je sais pas, je me souviens plus trop d'incidents, je sais pas. Je reviens donc, je me suis fait mettre en service détaché. En novembre, je suis allé à l'école de droit d'Amiens. Il n'y avait pas encore de faculté à Amiens. Il y avait une école de droit. On faisait la première année de licence à Amiens. C'était des profs de Lille, pour l'essentiel, qui venaient nous faire les cours. Et on était 25-30 en cours. C'était rien du tout par rapport à une fac de maintenant. C'était rien du tout. Et j'ai fait la première année de licence en droit à Amiens. Et j'ai passé au concours d'inspecteur, élève. J'ai été reçu. Et ensuite, la deuxième, troisième, quatrième année, j'ai fait ça à Paris, donc à la fac de droit de Paris. Et là, la fac de droit, ça m'a vachement plu. Le droit privé, le droit commercial, le droit public, le droit international. Ça m'a... droit fiscal, bien entendu, puisqu'on était aux impôts. Ça m'a bien plu. L'école des impôts, qui durait 2 ans. Et au bout de 4 années de vie à Paris, 3 ans, 1 an à Amiens, puis après 3 ans à Paris. Et à Paris, donc là, j'avais ma paye d'inspecteur élève. Depuis que j'étais contrôleur, financièrement, j'étais autonome de mes parents. Quand Tu étais autonome financièrement de mes parents, quoi. Quand j'ai décidé de faire la licence en droit, de continuer, quoi, d'arrêter contrôleur et pour être inspecteur, je l'ai dit à mes parents le soir, tiens, je fais ça, ah bon, je ne savais pas trop ce que ça veut dire, inspecteur des impôts, licence en droit, je pense qu'ils ne savaient pas trop, après ils se sont rendus compte, mais ils ne devaient pas trop se rendre compte de ce que ça signifiait. Notre fils, il continue ses études, c'est bien, je pense qu'ils étaient contents. Mais... tout ça a été payé de toute façon par l'administration. Par l'administration. Donc, parce que on correspondait donc aux classes creuses, donc ceux qui nés entre 40 et 44, 20 ans après, il n'y a pas beaucoup de gosses, et il fallait donc un peu d'inspecteurs dans l'administration fiscale, mais dans d'autres administrations, certainement, probablement que c'était identique. Hein. Et comme ceux qui avaient des diplômes, c'était des fils d'avocats, de notaires, de pharmaciens, ils ne faisaient pas inspecteur des impôts. Hein. Donc il fallait recruter dans le milieu populaire. Donc on nous payait pour... Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été une chance que j'ai eue de pouvoir faire la licence. Et la licence en droit m'a ouvert plein de choses que je ne connaissais pas. Hein. Ça m'a bien plu intellectuellement. Puis après, politiquement, ça m'a aidé. Notamment. Donc ça, c'était à la Sorbonne ou au Panthéon, la licence en droit? C'était au Panthéon, en haut de la rue Saint-Jacques. Rue Soufflot, là. Rue Soufflot, oui. Et on avait des profs qui marchaient en prof d'économie, Vedel en droit constitutionnel, oui, des pointures. Je me suis rendu compte après que c'était des pointures, quoi. Et donc ça m'a bien plu. Et après, je me suis retrouvé donc au bout de 4 ans, inspecteur des impôts. Mon premier poste, c'était, je me suis retrouvé aux contributions directes à Rethel, dans les Ardennes, mon premier poste d'inspecteur. Donc Rethel, je ne connaissais pas. J'étais de la Somme, mais je ne connaissais pas Rethel. J'ai regardé sur le dictionnaire, sous-préfecture. Il y avait un feu rouge à l'époque, il y avait une gare, un feu rouge. Et je suis arrivé à Rethel. Entre-temps, j'ai passé le permis. J'avais une 203, donc parce que là, j'avais 110, 120 communes.
Rethel, c'est le sud-ouest du département des Ardennes, quoi. Et il y avait 2 inspections des directs, un collègue qui avait Rethel-Ville, avec, on peut pas appeler ça la banlieue, mais ce qu'il y avait autour, les cantons qu'il y avait autour, et moi j'avais la campagne jusque la limite des Ardennes avec le département de la Marne qui était au sud, et la limite avec le département de l'Aisne qui était à l'ouest, quoi. Et c'était une zone rurale, bien entendu, là encore avec les betteraves, céréales, pommes de terre, oui, c'était surtout ça. Et puis quelques distilleries, quelques raffineries, un peu de cimenterie. Et un métier qui me plaisait bien. Et il y avait 110-120 communes, il fallait tourner dans chaque commune, donc la voiture était indispensable. Et je me souviens aussi les premières fois où tu arrives inspecteur des impôts, tu as les diplômes, mais le contact avec le public, t'es l'autorité normalement, tu vois, et tu sais, tu sais, c'est léger. Et le jour de réception, c'était le jour du marché, et donc les gens ils faisaient la queue sur le palier, puis ils rentraient dans mon bureau. J'ai quelques souvenirs les premières fois où les gens me posent des questions. Enfin, après, au bout d'1 an, tu te rends compte que c'est pas trop compliqué, mais le premier jour, tu sais pas. Donc, est-ce que tu dis que tu sais pas, ou bien est-ce que tu inventes une connerie? Moi, je disais que je savais pas et que j'allais leur répondre, quoi. Mais parfois, tu te fais engueuler par le mec. On a des jeunes, ils savent même pas. Tu te ramasses ça. Et le rapport aussi avec les collègues. J'étais inspecteur, c'est cadre A. Et il y avait deux personnes, c'était 2 dames qui étaient cadre C, agent d'assiette ou constatation, qui étaient plus anciennes que moi et qui en savaient plus que moi, quoi. Donc, moi, j'avais pas honte, il n'y avait pas de honte à avoir, je pense. Quand je savais pas, quand le mec était parti, j'allais leur demander dans ces cas-là qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait, machin. Et donc j'ai appris, elles m'ont appris aussi, quoi. Et puis après, t'apprends vite. Quand les gens étaient partis, j'allais voir le collègue du dessous, qui était un ancien, qui avait 40 ans, donc lui, il avait de la profession, du métier, et je prenais comme ça aussi, voilà. Et très rapidement, je suis devenu, au niveau professionnel, ça me plaisait bien. Le métier me plaisait bien au niveau intellectuel, et après, quand je suis été à Paris, ça encore, quoi. La fiscalité, ça s'est révélé pour moi un métier intéressant, parce que tu es dans la fiscalité, c'est les impôts, c'est qui est-ce qui paye, qui est-ce qui paye pas. Bon, c'est la vraie vie, quoi. Et puis ça change plus ou moins souvent, tous les ans, quoi. Donc tu es obligé, il n'y a pas de train-train, parce que bon, vu de loin, ça paraît c'est toujours les impôts, mais quand tu es le nez dedans, c'est jamais pareil, quoi. Ça change assez. Tous les ans, il y a une loi de finances qui vient modifier un peu une partie plus ou moins importante de la fiscalité, directe ou indirecte à l'époque, s'il y en avait. Et donc intellectuellement, c'est intéressant, c'est compliqué, ça varie, et puis en face de toi, tu as des gens, tu as des adultes, tu pas des gars. Mettons que quand tu es enseignant, c'est toi qui sais, et en face de toi, c'est ceux qui vont apprendre. Tu es que tu le veuilles ou non, tu es dans un état de supériorité. En matière de fiscalité, c'est toi un peu qui sais la loi, mais eux, c'est leur pognon. Et donc, il ne faut pas se laisser faire comme ça, quoi. Donc, c'est d'adulte à adulte, mais il faut arriver à convaincre que, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement, quoi. Mais j'aimais bien. Et donc, il y a un aspect humain que j'aimais bien aussi, des relations avec le public. Dans les Ardennes, je suis resté 2 ans, je me suis rendu compte que les gens, assez souvent, ou alors ça ne me pas si souvenir, j'ai rien vu, mais tu leur disais, écoutez, il ne faut plus faire comme ça, là vous êtes trompés, peut-être qu'ils avaient essayé de frauder, ou parfois les gens, ils se trompaient réellement, ils ne savaient pas, quoi, hein. Donc tu leur expliques, et puis le coup d'après, ils rectifiaient, l'année suivante, il y avait l'erreur, enfin ils ne refaisaient plus l'erreur, ils ne refaisaient plus la fraude. Donc c'était assez rigolo. Après, mais il y avait des fiscalistes déjà dans les boîtes. Il y avait des gens qui pour les patrons travaillaient sur le... Ah oui. Notamment quand je suis arrivé à Paris,
Oui, tu avais notamment des comptables qui étaient spécialistes pour les toubibs, parce qu'ils étaient à l'évaluation administrative ou pour les artisans. Oui, tu avais les gens ne donnaient pas leur comptabilité eux-mêmes, mais des cabinets. Quoi. Souvent, c'était dans les Ardennes, c'était des cabinets comptables, enfin des individuels, des individus qui tenaient la comptabilité. Et parfois, ils venaient pour 20 clients et avec lui, on réglait les dossiers, les forfaits d'une vingtaine de clients. Quoi. Et assez souvent, c'était assez réglo. Et puis, je me suis rendu compte, et maintenant je me rends compte que c'était, même si ça fraudait par rapport à la vraie fraude des multinationales aujourd'hui, c'était epsilon, quoi. Mais non, nous, tu es chargé de vérifier ce qu'on te donne à vérifier. Donc, la fraude notamment, je me rappelle dans les Ardennes, les deux cadres C qui étaient avec moi, pour l'impôt sur le revenu, elles avaient le temps à l'époque, c'était pas informatisé. Hein. Chaque fois qu'il y a un bulletin de salaire, il y avait un bulletin papier qui était établi. Même pour toi, je sais pas, tu avais un gosse qui était ton fils, il faisait pendant les vacances scolaires, il allait travailler quelque part pendant 2 mois. Il y avait un bulletin de salaire. Le bulletin de salaire, il était établi à partir de la déclaration de salaire de l'employeur, et ça finissait un bout de papier qui finissait 3 mois après dans le dossier fiscal des parents. Quoi. Et après, donc, il suffisait d'ouvrir le dossier fiscal des parents. Et ça, c'était la manipulation du classement, tout ça. Et alors que maintenant, c'est fait par informatique, et le contrôle s'est fait par informatique. À l'époque, c'était classement de papier, être organisé pour bien classer ces papiers, et finir les ranger dans les dossiers des contribuables. Puis après, l'opération, c'était ouvrir le dossier des contribuables, faire l'addition, voir s'il en manque. Quoi. Et tous les salariés, déjà à l'époque, ils étaient obligés de déclarer tout. Quoi. Et s'ils ne déclaraient pas, on s'en rendait compte et puis on faisait un rappel. Par contre, pour les autres professions, là déjà, je me suis rendu compte que c'était pas trop pour tout le monde pareil. Quoi. Et très rapidement aussi, donc ça sera la suite de l'histoire. Je me suis rendu compte que, déjà à l'école des impôts, je m'en étais rendu compte que la fiscalité, c'est un outil de répartition des charges et des richesses très direct. Quoi. Et notamment, après ça m'est arrivé pour le syndicat des impôts et puis pour ATAC ou d'autres, de faire des réunions publiques sur la fiscalité, où souvent je commençais comme ça en disant la fiscalité c'est simple, c'est comment on laisse croire au grand public qu'on fait payer les riches. Quoi. Bon, c'est ça. Quoi. Mais en gros c'est ça, toi. C'est comme ça. Et c'est très simple. Donc, je te parlais de quand j'étais à Rethel dans les Ardennes. Donc, tu te retrouves inspecteur des impôts. Et puis, et donc là, avant, j'étais aux indirects, j'étais syndiqué à la CGT. Et aux contributions directes, donc à Rethel dans les Ardennes, le collègue me dit on se tutoyait. Aux impôts, on se tutoyait, je crois, ils se tutoient encore beaucoup. Même toi, au téléphone, tu as un gars à Marseille, un collègue que tu ne connais pas, salut, tu connais ce dossier-là, ça te dit quelque chose, on se tutoyait. Et je crois qu'ils se tutoient toujours. Il y a beaucoup d'entreprises, je crois, ça c'est l'habitude. Et donc le collègue me dit, t'es mutuelle, ouais, celle de la CGT, nous ici c'est celle du syndicat autonome, très bien donc. Parce que des mutuelles étaient liées aux régies, un peu, aux régies des impôts, quoi, aux régies fiscales. Les régies, c'est l'administration qui régit un impôt. Hein. On appelait ça la régie. Et direct. Et puis, tu es syndiqué au syndicat des indirects, la CGT. Ici, c'est le syndicat autonome des impôts, le SNUI, donc je me suis syndiqué au SNUI. D'accord, sans plus de réflexion syndicale. Pourquoi la CGT avant et pourquoi... Parce que là, tous les collègues étaient à ce syndicat-là, donc je me suis mis à ce syndicat-là. D'accord. C'est pas parce qu'il y avait un rejet de la CGT qui... Non. C'était pas comme ça. Non. C'était pas du tout ce raisonnement-là. Après, ça m'est arrivé de réfléchir sur pourquoi je me suis syndiqué. Pour moi, c'était soit automatique, soit pour faire les copains, comme les camarades, les camarades ou les collègues ou les copains, comme les autres, ils étaient tous syndiqués, donc, et tous à ce syndicat-là, donc il n'y a pas de raison. Et puis après,
tu viens au direct, le syndicat majoritaire, très majoritaire, c'était le syndicat autonome. Mais là-dedans, sans me poser de questions. Hein. Et puis c'est plus tard, on va y arriver, où je me suis posé des questions, pourquoi celui-là et pas celui-là, et d'où ils viennent, où ils vont éventuellement. D'accord. Il y avait tous les syndicats à l'époque déjà? CFTC, CFDT, FO. À l'époque, au direct, je peux te raconter peut-être l'histoire des impôts, l'histoire syndicale aux impôts. Ça, quand j'étais à Rethel, je ne savais pas, ça je l'ai su après, notamment en allant en stage syndical, puis après en faisant du syndicalisme actif, c'est le truc que j'ai appris. Donc, le syndicalisme dans la fonction publique a été autorisé, légalisé seulement en 1945. Avant, c'était de fait admis sous la forme, nous aux impôts, la forme associative. Il y avait une association des inspecteurs des contributions directes, une association des... Bon, c'était du syndicalisme déguisé, mais c'était, tu le sais mieux que moi... il y avait quand même un syndicat des instituteurs depuis 1920, qui était affilié à la CGT d'ailleurs. Oui. Et donc, alors je ne sais plus, tu dis 45, le droit syndical, il n'a pas été... Alors, je ne sais plus la différence entre droit syndical ou droit de grève a été reconnu par la circulaire de Millerand en 24. Oui, mais c'est peut-être droit de Le grève. droit de se syndiquer, le SNI, le syndicat des instits... il est né en 1920. Ah ouais, même avant 14, je crois. Ouais. Et puis c'était un conflit, parce qu'évidemment, il était à la CGT. Ouais. Et bon, faudrait relire ça. Ouais. Donc ce qui est... Donc chez vous, c'est à 45. Je commence en 45. En 45, donc en 43, Conseil national de la résistance. En 44-45, la République se rétablit, le droit syndical, et il y a deux confédérations, la CGT et la CFTC. Dans l'administration fiscale, maintenant on dit la direction générale des finances publiques, parce qu'ils ont regroupé les impôts et les perceptions, le réseau des perceptions, donc c'est un gros truc maintenant. À l'époque, il y avait une direction générale seulement, il y avait une direction générale des contributions directes qui était rattachée au ministre, et une direction générale des hypothèques et de l'enregistrement, une direction générale des contributions indirectes. Donc il y avait des régies, les trois régies, et avec des syndicats CGT et des syndicats CFTC dans chaque administration. Et donc après, en 48, scission CGT, CGT-FO, congrès extraordinaire dans tous les syndicats CGT, donc à l'éducation nationale, la CGT et l'éducation nationale décident de faire la FEN, et dans les administrations, aux directs, aux indirects, aux contributions indirectes, le syndicat CGT des indirects décide de rester à la CGT, mais se fait un petit syndicat FO à côté, aux indirects. Donc ce qui fait que moi, 15-20 ans après, quand je suis arrivé aux indirects, la majorité était CGT. Aux hypothèques à enregistrement, le syndicat CGT, majoritairement, décide de passer à FO. Et donc ceux qui en sortant de l'école des impôts allaient aux hypothèques ou à l'enregistrement se syndiquaient à FO, parce que ils faisaient 80% et il y avait un peu de CFTC, et après un peu de CFTC et de CFDT. Et aux contributions directes, le syndicat CGT, majoritairement, il y avait un syndicat CGT des inspecteurs et un syndicat CGT des commis. En plus, il y avait des syndicats au direct horizontaux, à l'intérieur des contributions directes. Il y avait un syndicat des cadres A, un syndicat des commis et des agents. Et le syndicat des inspecteurs choisit majoritairement l'autonomie, le syndicat des contrôleurs et des agents choisit majoritairement l'autonomie, mais ils ne fusionnent pas. Bon. Et tu avais un syndicat CGT des directs
et un syndicat FO des directs. Donc la majorité de la CGT avait choisi de faire des syndicats autonomes, mais il y avait un reliquat qui avait voulu rester à la CGT et un reliquat qui avait voulu créer FO au direct. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé dans les Ardennes, au direct, c'était le syndicat autonome qui était majoritaire, et entre-temps, il avait plus ou moins fusionné, et s'était créé, les deux syndicats des agents et des commis avaient fusionné pour faire en 1962 le syndicat national unifié des contributions directes, par la fusion de ces deux syndicats-là. Et c'était un syndicat autonome, donc d'origine CGT. Il ne s'appelait pas encore syndicat national unifié des impôts, syndicat national unifié des contributions directes. Donc en 62, c'est la date de création de ce qu'on a appelé ensuite le SLUI, maintenant le Solidaire Finances Publiques. Et quand je suis arrivé dans les Ardennes en 65-66, c'était le syndicat auquel étaient syndiqués les collègues qui étaient déjà en place, c'était ce syndicat national unifié des contributions directes. Et entre-temps, il avait pris le nom aussi des contributions directes et des services fusionnés, parce qu'il commençait à fusionner certains services, donc l'administration des contributions directes commençait à s'étendre un petit peu. Et donc ça, c'est dans les Ardennes. Ensuite, au niveau syndical... Tu me disais l'autre fois qu'il y avait 95% de syndiqués en plus. Ah oui, tout le monde était au direct, aux indirects, tout le monde était syndiqué, pratiquement. Tout le monde. Mais alors pourquoi ils étaient syndiqués? Comment? Pourquoi ils étaient syndiqués tous? C'était la tradition? La tradition. Est-ce que il y avait du clientélisme? Il y avait un syndicat de service? C'était notamment pour les mutations, les affectations, il y avait des organismes des commissions administratives paritaires, des CAP, qui avaient un rôle tant pour l'affectation dans le département, puis après dans la ville, dans le service. Le paritarisme était assez développé et les syndicats étaient informés plus rapidement que l'administration. Enfin, tu avais l'information sur ta mutation parfois plus rapidement par le syndicat que par l'administration. Et puis, assez souvent aussi, il y avait à la direction générale des impôts, dans les trois régies, direct, indirect, enregistrement, hypothèque, il y avait une promotion interne assez forte. Tu avais les directeurs des contributions directes de la Somme, du Finistère, de la Moselle. Assez souvent, ils étaient originaires des services. Et donc, c'était des anciens syndicalistes. Ils avaient été syndiqués et syndicalistes. Et parfois, ils avaient encore leur carte syndicale. Donc, il n'y avait pas d'obstruction de la part de la hiérarchie vis-à-vis du syndicalisme. C'était des syndicats, ce qu'on appelle des syndicats verticaux, qui vont de la femme de ménage à la limite, si elle est titulaire, employée de l'employé de bureau, jusqu'au directeur du département, éventuellement, le syndicat de la CGT ou du syndicat unifié pouvait syndiquer dans le département du Finistère, tant les cadres C que le directeur éventuellement. Donc, et la hiérarchie intermédiaire aussi. Donc, tu n'avais pas d'activité hostile de la part de la hiérarchie intermédiaire. Voire parfois, c'est arrivé que, je me souviens quand je suis arrivé à Paris Nord-Est, le directeur était à la CGT, il favorisait les camarades de la CGT plutôt que nous. Moi, j'étais responsable du syndicat autonome. Il était pro-CGT. Et ça se voyait, je m'en suis rendu compte de temps en temps. Mais ça aurait pu arriver dans un autre département, le directeur était il était de notre côté, et il aurait favorisé notre section syndicale plutôt que la section CGT ou CFDT ou FO. Donc non, il y avait c'était un geste naturel, tout le monde se syndiquait. Donc il fallait être dans le bon syndicat. Comment? Il fallait être dans le bon syndicat pour être promu, quoi. Ah non. Bah, tu dis que quand le patron était SMI ou CGT... Ah oui, non, mais la promotion se faisait à niveau national par des concours, tout ça. Ça jouait pas, ça, non. Non, mettons l'exemple que je peux te donner.
sur la CGT à Paris Nord-Est. Je te reviendrai après pourquoi je me suis retrouvé militant syndical, tout ça. Je te parlerai de 68. Mais à un moment donné, j'étais dans les années 69-70, j'étais à Paris et j'étais secrétaire de la section de Paris Nord-Est. À l'époque, c'était c'était le 18e, 19e, 20e arrondissement de Paris, plus 3e, 4e, non, ouais, non, 3e c'était Paris Centre, 10e, 11e, 12e, le nord-est de Paris, quoi. Donc tout ça c'était une des 5 directions de Paris, et j'étais responsable du syndicat pour cette direction-là, et il y avait un camarade qui était responsable de la CGT. Et c'était le début des centres des impôts. On a fusionné les directs, les indirects, l'enregistrement. Et je m'étais retrouvé en poste. Le centre des impôts existe toujours, rue Vauvenard, rue d'En-Raymond, dans le 18e. Et donc là, on travaillait plus dans des petits bureaux, c'était des grandes surfaces avec des services où il y avait un chef de service là, et puis 15 personnes à classer des papiers dans un même bureau. Bon. Et des petites guitounes où chacun avait les contrôleurs, le cadre B, avait un petit bureau c'était quand tu étais inspecteur, tu avais droit à 15 mètres carrés, quand tu étais contrôleur, tu avais droit à 12 mètres carrés, puis quand tu étais cadre C, tu avais droit à des salles communes, avec une table et une chaise pour toi, quoi. Et donc... Ça, c'est 67, 66, 67, c'est oui, ça? Oui, c'est le début ça s'appelait les IFAC, Inspection fusionnée d'ACT de contrôle, puis après on appelait ça les centres des impôts. Et donc je me suis retrouvé en IFAC, rue d'En-Raymond, rue Vauvenard, dans le 18e, quartier Grande Carrière, oui. Et à un moment donné, les syndicats, on demandait que les cadres B, les contrôleurs, ils aient une ligne directe de téléphone pour leur boulot, pour téléphoner aux contribuables, pour que les contribuables puissent les appeler. Bon. Et ça faisait un bout de temps qu'on avait demandé ça en comité technique paritaire local, tu vois, au niveau paritaire. Donc, il y avait la gestion des personnels, les CAP, et la gestion des services, un petit peu, le fonctionnement des services, les CTPL. Et on n'avait toujours pas de réponse positive. Et à un moment donné, j'ai appris après que le directeur avait eu les crédits pour acheter les téléphones. Il l'a dit au gars de la CGT. Le gars de la CGT a fait signer une pétition. On exige les téléphones. Il s'était déjà arrivé à la direction, les téléphones. Donc tout le monde signe une pétition à l'entête de la CGT. 4 jours après, on avait les téléphones. On a gagné. On a gagné, tu vois. Ah, je fais la pute, le salaud, tu vois. Et bon, mais toi, le fait d'avoir le directeur, c'était ça, quoi. Mais c'était pas, tu pouvais pas avoir une mutation alors que compte tenu de ton ancienneté, tu ne vas plus l'avoir. Un concours alors que tu as été mauvais au concours, ça ne permettait pas ça, quoi. Et d'ailleurs, tu avais un contrôle, notamment pour les affectations. Tous les syndicats vérifiaient que les règles qu'on avait retenues ensemble étaient respectées. Et donc, s'il y avait eu du favoritisme à l'égard de la CGT, FO, CFDT, SNUI, on s'est rendu compte qu'il y a un problème. Tu vois, donc, il y avait des règles. Il y avait des règles qui étaient respectées. Voilà, des règles communes. Oui, c'était assez réglo, quoi, à l'époque. D'accord. Donc moi j'ai toujours été étonné du pouvoir des syndicats au ministère des Finances. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de règles, il y a quand même un dialogue... Ça se réduit. Hein. Oui, mais enfin, par rapport au ministère du Travail, par exemple, ça n'a aucune comparaison. C'est-à-dire que, en tant que tel, vous êtes... Alors c'est en train de changer certainement, mais vous étiez extrêmement respecté, quoi. Oui. Ça m'est déjà arrivé aussi de réfléchir à cette question-là, notamment quand, au sein de mon syndicat d'origine, celui de la finance publique, le SNUI, donc. Et j'arrive à constituer ça à partir de discussions avec des plus anciens que moi, notamment un camarade qui est encore toujours vivant aujourd'hui, François Albertini, qui a été secrétaire général avant moi. Et donc c'est la génération avant, dans les années 50-60. Où les directeurs généraux des impôts, donc à côté du ministre, tu vois,
Aujourd'hui, c'est des énarques, des inspecteurs des finances. Ils sont à la DGFiP, après ils sont, je sais pas quoi, à Sanofi, après ils sont premiers ministres. Ce qu'ils visent, c'est leur carrière, c'est pas que l'administration marche bien. Et d'ailleurs, ils sont là pour souvent casser l'administration, la privatiser. Depuis 20 ans, 25 ans, c'est ça, quoi. À l'époque, les hauts fonctionnaires, c'était copain m'a expliqué, enfin un camarade, le copain, l'ami, m'a expliqué ça. Et puis, bon, ça, c'est connu, quoi. Tu avais une partie de la hiérarchie administrative qui voulait que le pays marche et que les administrations marchent. Et notamment, c'est un gars il n'aimait pas politiquement, Michel Debré, mais il y a eu Michel Debré aux finances, et il paraît que c'était un gars, ils ont eu quelques ministres des Finances qui étaient des gars réglo, hein, et on a eu des directeurs généraux des impôts qui ont mis en balance, mettons, en disant, moi il me faut ça, sinon je démissionne, et le ministre leur lâchait ça parce que sinon il démissionnait, quoi. Maintenant, le mec, le directeur général des impôts, la hiérarchie, enfin le système lui dit il faut gicler tant, oui chef, bien chef, et puis, puis après il y a 3 suicides, mais c'est pas un problème, quoi. À l'époque, donc, tu avais une partie... L'indépendance de l'administration vis-à-vis du politique. Vis-à-vis du politique, oui. Ouais. Ça, chez nous, enfin chez nous, parce que... Je pense que, nous on l'a vu aussi au ministère du Travail et des Affaires sociales, je pense que ça a changé après 81. Après 81 ? Ouais. C'est là où le politique est devenu... avait autorité véritable sur le directeur de l'administration centrale et il le faisait canner, quoi. L'armée de la gauche, alors. Écoute, au travail, oui. Ah oui, chez vous, c'était ça. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette indépendance où l'administration défendait son point de vue vis-à-vis du ministre. Son point de vue de on ne peut pas faire ça, on est dans telle situation. Enfin bon. Moi, peut-être un peu avant chez nous, je sais pas. Je sais pas. Je crois que avec les plus anciens ou des collègues de ma génération, quand ça a basculé. Mais maintenant, c'est plus de tout ça. Et donc, pour ta question, c'était, on a eu un droit de... On était respecté. Oui, on était respecté. Mais encore maintenant. Mais aussi, il y avait une intersyndicale assez forte. Et là, je ne sais pas à quoi ça tient. Mais pourtant, vous, au travail, c'est pareil aussi, parce que aux impôts, tu as une identité professionnelle assez forte. Mettons, je ne sais pas, toi, quand tu es un milieu que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis fonctionnaire, quoi. Inspecteur du travail, je pense que tu n'as pas honte, sauf si c'est des commerçants, des employeurs, mais si c'est des gens comme tu dis, je suis inspecteur du travail, ça fait plutôt bien, quoi. Hein. Toi, mettons, moi j'allais en vacances il y a 25 ans, tu t'arrives en randonnée, puis au bout de 3 heures, un quart d'heure de marche, qu'est-ce que tu fais comme boulot quand tu es fonctionnaire? Bon, un quart d'heure après, fonctionnaire où? Aux impôts. Souvent c'est, ah ben il en faut bien, c'est pas l'enthousiasme pour moi. Assez souvent d'ailleurs, mais après, éventuellement il traîne un peu, puis il me dit, moi j'ai des merdes, j'ai ma mère à charge, ou j'ai un gosse qui est, je sais pas quoi, qui est mongolien. Bon. Souvent les gens te font des confidences. Parce que inspecteur des impôts, c'est pas le prêtre, mais pour ceux qui croient, mais les gens je m'en suis rendu compte assez souvent que notamment quand tu vas en vacances, dans des hôtels où tu connais personne la veille, puis 15 jours après tu ne les verras plus. Inspecteur des impôts, donc il en faut bien, donc c'est pas l'enthousiasme. Et puis après, une demande de renseignement particulier. Donc l'image, l'agent des impôts, il n'est pas trop aimé dans la société. Donc je pense que ça conduit à ce qu'il y ait un sentiment de groupe peut-être plus fort que dans d'autres professions. Tu vois. Déjà, en général, les fonctionnaires, il y a un sentiment de groupe quand même, parce que tu as une mission de service public, plus que quand tu travailles dans une usine, peut-être chez Michelin, j'ai connu des gens qui travaillaient chez Michelin, ils avaient le sentiment de l'entreprise Michelin, parce que la qualité du boulot, tout ça. Bon. Mais dans d'autres entreprises, puis en plus, quand tu fais 5 ans chez Michelin, 3 ans à Peugeot,
3 ans, une pompe à essence, ou pas quoi, ton identité, il n'y a rien, quoi. Hein. Quand tu fais, au travail, c'était pareil pour toi. Tu rentres à 25 ans là-dedans jusqu'à la retraite, tu es un peu tu te ressens de la profession, quoi. Hein. Et donc tu as un sentiment de corps qui se crée entre tous les agents de cette administration-là. D'accord, mais il y avait une culture de métier, par exemple? Il y avait des échanges professionnels, il y avait... Il y avait l'école des impôts. L'école des impôts, c'est les premières années, et puis après tu as 25 ans. Mais tu as des stages du fait que la législation change, donc tu as des stages de formation. Et un truc aussi, tu me fais penser à une anecdote, un truc aussi que l'école des impôts, on était pendant 25-30 ans, l'administration fiscale, c'était 80 000 agents, 90 000 agents aux impôts. Et tout le monde passait par l'école des impôts, qui était à Clermont-Ferrand. Et tu mettais un agent des impôts de Strasbourg, un de Brest qui se téléphonait, un qui avait 25 ans, l'autre 50 ans, il se téléphonait. Ah, t'es passé où? T'es passé à Paris? Oui, t'es allé à l'école des impôts? T'as eu machin comme prof? Oui, ah ben moi je l'ai eu aussi, toi. Au bout de 5 minutes, soit ils étaient passés en région parisienne, ils étaient passés tous les deux à Massy-Palaiseau, puis ils avaient eu le même chef de service, le même collègue, soit ils étaient passés tous à Clermont-Ferrand, puis ils avaient eu le même prof, ils avaient un point, prenez deux, ils avaient un point, ils en connaissaient un troisième ensemble, quoi. Donc tu avais un sentiment, c'était une administration, un grand mot à taille humaine, mais on arrivait à se connaître un petit peu, toi. Et puis même si vous étiez 80 000. Oui, mais pas à se connaître, mais à sentir qu'on était pas de la même famille, c'est trop fort, mais... La même crèmerie. La même crèmerie, si tu veux. Mais notamment par 2-3 éléments. Donc le fait que, en général, la profession d'agent des impôts, elle n'est pas trop... on t'ouvre pas les bras quand tu dis je suis agent des impôts, je travaille aux impôts. Il y a parfois de la part des gens qui ont les pauvres ou les modestes, plutôt les jetons. Les riches te prennent pour pipi caca, ce que t'es. Donc tout ça, ça te renvoie ton image sociale, quoi. Et ça conduit peut-être, ça peut expliquer, à partir de ta question, pourquoi il y avait une identité forte, et puis pourquoi l'impression que tu as qu'on obtenait des résultats. Les résultats, c'est donc une hiérarchie qui est... Mais c'était tout le pays qui était un peu comme ça à l'époque. Hein. La SNCF, les mecs de la SNCF, les dirigeants, ils voulaient que ça marche. À Air Inter, Air France, ils voulaient que ça marche. À l'éducation nationale, il fallait que les gosses, ils apprennent. Tout le pays, toute la hiérarchie administrative. Mais tu es issu déjà du même corps? Oui, de l'ENA. Et puis... oui. Déjà. Oui. Et puis ils avaient un objectif que le service public marche, quoi, hein. Il y a 40 ans, 50 ans. Le chef des contrôleurs des impôts, ils étaient d'anciens contrôleurs des impôts non, le directeur général des impôts, il était... Non. Non, mais le directeur général, c'est l'administration centrale. Oui, mais le directeur du Finistère... Dans les services déconcentrés, c'était tous issus quand même du même corps. Ah oui. Mais donc je te disais, le directeur des impôts du Finistère, où il y avait 800 agents, il était probable qu'il avait été, en début de carrière, à 25-27 ans, contrôleur ou inspecteur des impôts. Donc il connaissait la hiérarchie. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais donc responsable syndical du SNUI. Le chef du service du personnel, il s'appelait M. Guy Bossan. Il était chef du personnel de la direction générale des impôts. C'était un poste important, 3e ou 4e de la DG. Hein. Et il avait été surnuméraire, il avait commencé, il était fils enfant d'origine modeste, il avait commencé gratte-papier aux impôts. Et quand on lui racontait des trucs sur le fonctionnement des services, Corgochon, ne faites pas, hein. Je sais que c'est pas comme ça, quoi. Donc, après, il fallait faire autrement avec lui, quoi. Parce que
Il fallait dire, vous savez très bien que, puis il fallait dire la vraie réalité de ce que c'était, quoi. Oui, ça c'était le reflet de gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et enfin, détaillant pas là-dessus, mais à l'époque aussi, je vois par rapport aux collègues de maintenant à Solidaire Finances Publiques, tu es obligé de faire un syndicalisme différent maintenant, il y a 40 ans ou 50 ans. Il y a 40 ou 50 ans, tu faisais une démonstration que leur réforme elle n'était pas bonne et que ça allait moins bien marcher, à la limite ils t'écoutaient. Je me souviens d'un camarade, André Youb, qui était très au niveau conception des services, ça, il était bon, il est décédé ce copain. Un coup l'administration a voulu réformer le cadastre, et puis il était conseiller municipal aussi, il travaillait il connaissait la vie municipale, et il a pris le crachoir pendant 1h30, les mecs ils ont pris des notes, on va revoir notre copie, quoi. Maintenant c'est inimaginable. Parce que là il avait fait des démonstrations que ça allait être pire qu'avant, que c'était pas ce qu'il fallait faire, toi. Et c'était pas... il venait s'informer, en fait. Le syndicat leur servait à prendre le pouls du terrain et puis de dire on fait une connerie, faut pas faire ça. Maintenant. Et donc à l'époque, moi quand j'ai commencé à faire du syndicat, notamment c'était il fallait, un des critères qu'on avait pour former les jeunes, c'était de dire professionnellement, faut être bon. Il faut être bon pour les collègues, pour être reconnu comme pas des charlots ou des glandeurs, hein. Mais vis-à-vis, je pense qu'on continue d'avoir ce discours-là aux finances publiques, mais c'est moins essentiel vis-à-vis de l'administration, quoi. À l'époque, on disait aussi, dans les stages syndicaux, il faut qu'on soit bon, démonstratif, pour que l'administration se rende compte qu'on a raison. Maintenant, ils se rendent compte qu'on a raison. Après, le mec, quand il s'endort le soir, peut-être il dit merde, c'est quand même pas des cons, peut-être. Mais il fait autre chose quand même. Donc tu perds ton temps, quoi. Tu perds pas ton temps vis-à-vis des collègues de leur montrer que d'autres solutions, d'autres fiscalités sont possibles. Hein. Mais vis-à-vis du système, de la hiérarchie, c'est les claques, hein. C'est le rapport de force. Il n'y a pas d'intermédiaire, pratiquement. Tu ne peux pas les convaincre par une démonstration qu'ils se trompent, qu'il faut qu'ils fassent autrement. Hein. D'accord. Alors l'identité du syndicat autonome, c'était quoi avant 68 ? Alors c'était pas la CGT PCF. Vas-y, finis ce que tu as à faire. Oui, donc, sur cette question-là, il va en manquer au total, je pense, ça fait rien, tu verras, quand tu reveux. Donc, ah oui, par mois, hein, donc moi, il faut que je parle de 68, oui. Non, on va s'arrêter avant 68. Ah bon ? Bah, écoute, 68 est une nouvelle période. Ah donc, mais ça, tu reviendras après. Ah ben, on va se revoir 2-3 fois. Ah d'accord, on fait pas tout. Il faut que tu bois, il faut que tu manges. Ah non, mais je peux te dire. Il faut faire la sieste. Ah non. Une anecdote. Je te parlais tout à l'heure d'un gars qui s'appelait Guy Bossan, chef du personnel à la DG. Un coup, on avait une réunion, le ministère des Finances était encore rue de Rivoli, en face du Conseil d'État, place du Palais Royal, où il y a, c'est en 89 que Mitterrand a dit maintenant il faut que tout ça, ça soit musée du Louvre. Et on avait une réunion sur la gestion des personnels. Et puis, une habitude aussi, c'est aux impôts, c'était le premier syndicat au niveau électoral, celui qui fait les premières élections, qui parlait le premier au directeur général, qui était assis devant le directeur général, qui faisait la synthèse, la conclusion. Donc on s'était habitué comme ça. Et quand c'était la CGT la première, nous le SNU on se mettait derrière, puis c'est eux qui faisaient l'introduction, la synthèse, machin. Puis le jour où on est devenu premier aux impôts, en 82. Et j'étais secrétaire général, surtout le premier, et naturellement les copains se sont dit, bon, le GG, qu'est-ce que tu envisages de dire, tout ça. C'était pas, bon, je savais que ça allait se passer comme ça, mais sur le coup, t'es un peu surpris, quoi. Et donc, on était premier aux impôts, et le chef du personnel, Bossan, il était 12h30 dans moins le quart,
Il dit, bon, on s'arrête, il faut qu'on aille manger. Vous rigolez, moi. Nous, on n'arrête pas, nous on continue, nous faisons la délégation du SNUI. Je pense que, non, les syndicats, nous, on reste. Si vous partez, ben, on va décider tout seul, mais nous, on continue. Bon, ben, il se tourne vers ses collègues, bon, ben, on continue, très bien. On est parti à 3h30, 4h, on n'a pas bouffé. Hein. Moi, j'étais en bonne santé, je pouvais sauter un repas, pas boire, tout ça. Et je me faisais fort, d'ailleurs, après l'administration, notamment en 81. Nous, on a eu Fabius et Delors, Fabius. Bon, il est encore vivant, je ne vais pas dire de gros mots, mais toi, Delors, il est encore vivant, je ne vais pas dire de gros mots, mais bon. Et donc, on était tous censés, de leur part, je reviendrai là-dessus, être camarades, tout ça, donc jus de fruits, enfin, jus d'orange, machin, tout ça dans les réunions. Moi, c'est mon truc, c'était... je ne bois pas avec ces gens-là, je me refusais à... il y avait des verres de jus d'orange devant chaque chaise, je n'y touchais pas. Et j'arrivais à ne pas boire pendant 5 heures, 6 heures, c'était pas un problème. Et donc, par rapport à ta question, il faut qu'on s'arrête pour bouffer. Donc le gars me dit, je lui dis non, on continue jusqu'à 3h, donc à 3h, 3h30, et à 3h, 3h30, on arrête, et puis il vient me serrer la main, il me dit, au cochon, j'aurai votre peau. Je lui dis, vous avez vu l'âge? J'étais plus jeune que lui, c'est moi qui aurai votre peau. Je suis allé à ses obsèques. C'était un brave homme, il était bon. Mais c'est quand même moi qui suis allé à ses obsèques. Il n'y a pas lui qui est venu à mes obsèques. Donc tu voulais que... Bah, quelle était un peu l'identité de... Enfin, quelle était la situation syndicale avant 68, avant 68, oui. L'identité de la CGT qui devait être très proche du PC et lycée de Versailles. Oui. Hein, quelle était la différence entre les deux? Il n'y en avait pas. Et puis vous, autonome, donc c'est... Est-ce que c'était la pratique syndicale qui n'était pas la même? Idéologiquement, oui, mais quoi? Oui. Ça, en 67, 68, je m'en suis pas trop rendu compte. Hein. C'est après que j'ai vu qu'il y avait des différences. Le NUI, Solidaire Finance Publique. Hein. Donc en 47-48, ils choisissent d'être autonomes, mais dans les statuts, et j'ai connu des camarades qui sont décédés depuis, bien sûr. Hein. Donc André You, dont je te parlais pour le cadastre, qui était très, très bon en structure. Et un autre camarade, Gaston Lefort, qu'on appelait Titi, qui était très bon en plein de choses. Et lui, il a vécu cette période-là. Quand ils ont fait leur syndicat autonome, c'était marqué dans les statuts, en attendant la reconstitution de la grande CGT. Donc c'était un stade provisoire. C'était un syndicat autonome, on reste entre nous, comme la FEN, hein, un petit peu, mais la FEN organisée en courant. UA, UID, donc les pro-communistes, les pro-social, SFIO éventuellement. Bon. Nous, là, c'était des syndicats trop petits pour être organisés en tendance. Et donc, le syndicat autonome décide de choisir l'autonomie en attendant que la grande CGT se reconstitue. Et la grande CGT ne se reconstitue pas. Le syndicat autonome, c'est après que j'ai analysé ce truc-là. Moi, quand je suis arrivé en 66 à Rethel, dans les Ardennes, je me suis fait comme les copains, mais c'est après que j'ai essayé de réfléchir sur ce syndicat et d'y rester. J'y reviendrai tout à l'heure, ou la prochaine fois. Et donc, quand les gens rentraient aux contributions directes, bon, ils avaient pas, enfin, en gros, ils pouvaient, s'ils étaient vraiment PC, ou ils allaient à la CGT, mais au direct, c'était un syndicat croupion, il faisait 5-6%, donc aucune audience, aucune place, aucun siège, ou très peu dans les comités techniques, dans les CAP, donc très peu de pouvoir concret, réel, quoi. Et le syndicat autonome, donc, jouait, il était un peu l'intersyndical au direct, quoi, hein, à lui tout seul, quoi. Mais par contre, quand il y avait une grève de fonctionnaires, là, quand il y avait une grève aux impôts, parfois il y avait des grèves au direct seulement. Là, c'était le syndicat autonome qui en décidait, avec la CGT, la CFTC, puis après de 64, la CFDT. Mais notamment en avril 68, on y reviendra quand on fera 68, en avril 68, on a fait, aux contributions directes, une grève des matrices. Pareil, curieux comme truc. C'était, bon, je t'expliquerai
les rôles. Enfin, donc, c'était une grève administrative, on venait travailler tous les jours, mais il y a des documents qu'on ne transmettait pas à la direction départementale, quoi. Et la direction, ça la bloquait dans ses impositions. Donc nous, on venait travailler, on était payés. C'est après qu'ils ont inventé une législation, grève du zèle ou machin, bon, pour faire des retenues de salaire. Mais à l'époque, la législation était insuffisante. Et donc on venait travailler. Mais il y a un boulot qu'on ne faisait pas, c'était le soir, transmettre le boulot qu'on avait fait à la direction, quoi. C'était la grève des matrices. Donc, le syndicat autonome, dans les premières années, au direct, il faisait un peu tout, quoi. Mais quand il y avait des actions larges, il était obligé de suivre la décision des fédérations de fonctionnaires, quoi. Et il recrutait, bon, sauf les communistes très, très durs, ils allaient à la CGT, tous les autres venaient au syndicat autonome. Donc tu avais des socialisants, des fachos s'il en existait certainement, des anciens collabos, tu devais un peu de tout, quoi. Mais de la même façon qu'aux contributions directes, indirectes, où la CGT était majoritaire, tu avais les durs communistes, mais tu avais plein d'autres choses, comme mettons moi, qui suivaient le mouvement, j'étais là-dedans, mais je pense qu'il y avait peut-être, si de la droite ou l'extrême droite il y en avait à l'époque, peut-être qu'il y en avait aussi là-dedans, quoi, au syndicat CGT, ou peut-être ils étaient à la CFTC ou à FO, mais qui était minoritaire aussi. Donc si tu voulais être un syndicat un peu efficace dans la boutique où tu étais, tu te mettais à ce syndicat CGT aux indirects, autonome au direct, quoi. Et après, à partir de 63-64, je te parlais des services fusionnés. Quand tu